Voilà, merci, bonsoir. Je suis très heureux, dans le cadre de cette programmation Poésie Plateforme à la Fondation d'entreprise Ricard, de convier ce soir Éric Chauvier et Emmanuel de Vienne, deux anthropologues, mais bien évidemment deux auteurs. Et ça, je suis particulièrement réjoui aussi d'inviter, dans le cadre de cette programmation littéraire, poétique, va-t-on dire, deux praticiens différents, pourrait-on dire, de la langue, au sens où la poésie, c'est néanmoins peut-être un moyen d'élucidation, de compréhension, dans un souci à la fois esthétique, mais bien évidemment pratique ou pragmatique de compréhension. Et dans ce cadre-là, sous ce vocable du langage, malade du langage, il m'a paru intéressant donc de convier d'une part Éric Chauvier, qui est bien évidemment aussi écrivain et anthropologue, et Emmanuel de Vienne. Selon le principe de ces rencontres, l'un et l'autre vont nous présenter un aspect de leurs travaux récents, et puis s'en suivra un moment d'échange et de conversation. Éric Chauvier intervient à l'Université Victor Ségalen Bordeaux 2 et est chargé de conférences aussi à l'EHESS. Son terrain de travail principalement est l'ordinaire, pourrait-on dire, dans les sociétés contemporaines. Et outre des travaux scientifiques, des travaux de terrain, il fait paraître depuis 2006 une série non pas de lèvres, mais de livres plutôt, intrigants et stimulants aux éditions Alia, ou qui ont comme point de départ son travail anthropologique. On citera notamment Anthropologie, paru donc en 2006. Si l'enfant ne réagit pas, un peu plus tard, qui avait pour point de départ les processus de placement familiaux. On citera aussi deux essais, peut-être moins romanesques, enfin littéraires, mais nous parlerons bien sûr de ce genre de choses, Que du bonheur en 2009 ou Contre Télérama en 2011. Il avait fait paraître aussi Sommaland en 2012, et puis plus récemment, ou même cette année, ou même à venir, un livre qui s'appelle, donc aux éditions Alia, Les mots sans les choses. Il est par ailleurs l'auteur notamment donc, de plusieurs essais, comme Anthropologie de l'ordinaire, qui était paru aux éditions Anacarsis en 2011. Il dirige par ailleurs une collection avec Bernard Trémont intitulée Les mondes ordinaires auprès de l'éditeur Le Bordelot. Emmanuel de Vienne, de son côté, est spécialiste des basses terres d'Amérique du Sud et ses recherches, il nous en parlera, donc ont trait à une société particulière de l'état du Mato Grosso, les Troumailles, société donc pluriethnique et plurilinguistique. Après en avoir étudié les conceptions médicales et thérapeutiques, c'était l'objet, il me semble, de sa thèse sous la direction de Philippe Descola. Il a aussi fait paraître quelques articles, notamment sur l'humour. Et plus récemment, il s'intéresse aussi à la place des nouveaux médias numériques et des technologies audiovisuelles dans les processus de patrimonialisation qui ont lieu dans ces sociétés. Par ailleurs, il poursuit en collaboration avec un chercheur brésilien, Carlos Fausto, des études de terrain sur le chamanisme et le prophétisme contemporain. Il est donc par ailleurs maître de conférence à Paris-Ouest, Nanterre, La Défense. Et d'ailleurs, c'est ce dont nous avons convenu. Il va nous parler de certains aspects de ses travaux. Merci beaucoup, merci à tous d'être là et merci pour l'invitation à Jérôme Mauche. D'abord, je m'excuse à l'avance parce que j'ai pas tellement l'habitude, j'ai plus l'habitude des bancs de Nanterre que de la rue Boissy d'Anglas et d'un public qui est manifestement différent parce que je m'adresserai en général à des étudiants qui se destinent à l'anthropologie. Donc j'ai essayé de m'adapter, mais dans la mesure du possible. S'il y a des malentendus, je m'en excuse, mais comme on le disait avant, les malentendus sont souvent très productifs et c'est un petit peu l'objet de ma recherche justement, que de montrer à quel point et dans quelle mesure des malentendus peuvent être productifs. Donc je voulais au départ simplement parler et présenter un cas ethnographique très, très précis, c'était celui des incantations thérapeutiques dans le Haut-Xingu et comment ça fonctionne, comment est-ce qu'on guérit par incantation thérapeutique. Et puis en lisant la présentation de cette rencontre par Jérôme Maud, j'ai vu que l'ambition était un petit peu plus
plus large et plus réflexive. Donc je vais essayer de parler plus généralement de la place qu'occupe le langage, à la fois dans mon travail et puis surtout chez les gens chez qui je travaille, et en quoi est-ce qu'on peut mener une anthropologie qui s'intéresse frontalement au fait de langage et au fait de communication. Peut-être pas dans une optique directement poétique, puisque c'est l'objet aujourd'hui, mais en tout cas qui tienne compte de la communication et du langage. Et de ce point de vue-là, c'est dans une tradition assez ancienne. Malinowski, l'auteur célèbre sur Trobriand, a écrit un livre en 1935, Les Jardins de Corail, qui a fait date, dans lequel il explique déjà que le langage, pour l'anthropologue, est trois choses à la fois. C'est un instrument, un document et une réalité ethnographique. Et je pense que c'est une définition avec laquelle on est nombreux à être d'accord. Un instrument, dans la mesure où il faut déjà apprendre la langue lorsqu'on travaille sur un terrain lointain, ou même pas très lointain, mais dans lequel la langue ou les pratiques langagières sont différentes, est un instrument dans la mesure où il faut l'acquérir, l'apprendre avant d'avoir accès à ce qu'on appelle communément la culture. C'est un document parce qu'on est censé ensuite rendre compte à ses pairs du matériau à partir duquel on a travaillé. Et donc le rendre relativement public. Et c'est une réalité, enfin, parce que le langage est un objet à étudier en lui-même et pour lui-même. Et donc, moi, je m'intéresse, enfin, vraiment, je me situe dans une tradition de recherche en anthropologie qui s'intéresse au langage en lui-même et pour lui-même. Aussi parce que je ne crois pas qu'on puisse tellement différencier le langage en tant qu'instrument et le langage en tant que réalité. Le langage étant, dans une très large mesure, constitutif de ce qu'on appelle la culture. Donc, s'intéresser au langage est absolument indispensable. Mais encore faut-il s'entendre sur ce qu'on entend par langage. Et là, il faut faire une rapide parenthèse, peut-être un petit peu laborieuse et rébarbative, mais sur ce qu'on appelle communication et langage aujourd'hui en anthropologie et plus généralement en linguistique, c'est-à-dire une conception qui fait une large place à ce qu'on appelle la pragmatique. Alors la pragmatique, je crois qu'on est d'accord là-dessus, c'est extrêmement important. Alors, je ne sais pas si dans une approche poétique du langage, je pense qu'on pourrait aussi lui accorder une grande place. C'est une conception, dans le domaine de la linguistique, c'est ce qui dépasse une conception du langage comme simple encodage et décodage de l'information. Donc, la pragmatique, c'est tout ce qui relève de la prise en compte du contexte. Alors, il y a deux références phares en pragmatique, qui sont deux références issues de la philosophie du langage ordinaire. Il y a Austin, d'une part, et Grice, de l'autre, dans les années 50 et 60 respectivement, qui ont apporté les deux idées qui ont marqué la naissance de la pragmatique. La première idée, c'est celle d'Austin, qui disait que le langage, ça sert à faire des actions, à accomplir des actions, pas seulement à transmettre des informations. Donc c'est la notion de performatif qui est très à la mode aujourd'hui, et à juste titre. Par le langage, on est capable d'accomplir des actions, pas seulement de les décrire. Quand on dit « je me marie », on n'est pas en train de décrire ce qu'on est en train de faire. Se marier, on est en train de se marier. Lorsqu'on dit « je vous déclare mari et femme », on est en train de faire la chose qu'on dit. Donc c'est la notion de performatif qui est très importante. Et l'autre idée de Grice, c'est, 10 ans plus tard à peu près, c'est l'idée selon laquelle le sens est sous-déterminé par la forme. C'est-à-dire qu'on ne peut pas comprendre un énoncé uniquement à partir de cet énoncé lui-même. Il faut prendre en compte des éléments de contexte. Il y a plein de mots qui n'ont pas de sens par eux-mêmes, ils ont un sens par rapport au contexte. Quand on dit « je », c'est par définition ce qu'on appelle un shifter en linguistique, c'est-à-dire que ça va faire référence, si c'est moi qui le dis, ça fait référence à moi, si c'est vous qui le dites, ça fera des références à vous. Et puis la notion de contexte a pris de plus en plus de place, il y a eu plein de débats en anthropologie et en linguistique sur cette notion, et aujourd'hui on essaye de prendre en compte énormément d'aspects non-verbaux dans la communication pour essayer de comprendre qu'est-ce que c'est que parler, qu'est-ce que c'est que communiquer, les gestes, les regards, le cadre matériel dans lequel on se trouve, tout ça va évidemment informer largement la communication, et à la fois ce qu'on communique et la façon dont on le communique. Donc voilà, c'est une toute petite introduction pour présenter un petit peu le cadre théorique général de mon travail. Il s'agit d'interroger la place du langage et de la communication dans un certain nombre de faits ethnographiques qui justifient et qui ont suscité l'intérêt des anthropologues depuis longtemps en Amérique du Sud et en Amazonie.
Donc moi, je travaille sur des sujets relativement classiques, au départ, dans ma thèse notamment, sur la maladie, la souffrance, le chamanisme, le rituel, mais sous cet angle particulier du langage. Bon, c'est pas du tout complètement original, mais disons que ça tranche dans une ère culturelle, c'est une petite parenthèse, dans une ère culturelle qui a été très largement dominée dans la génération précédente par des approches très philosophiques, qui cherchaient à réhabiliter l'Indien d'Amérique du Sud en tant qu'il était, et c'est le cas, qu'il était doté et qu'il produisait une cosmologie incroyablement savante et complexe. Donc voilà, ça se situe dans une approche complémentaire de ces approches plus philosophiques sur les sociétés des basses-terres. Alors, l'anthropologie est importante pour une approche pragmatique de la communication, parce que, évidemment, ces théoriciens du langage, Austin et Grice, étaient eux-mêmes occidentaux, et l'anthropologie, l'ethnographie nous apprend que ces actes de langage, la façon dont on utilise le langage pour accomplir des actions sociales, tout ça, ça varie culturellement. On ne peut pas universaliser à partir de l'anglais, ce qui a été le cas chez Austin, Searle et Grice. Donc voilà, l'idée qui m'intéresse, c'est ça, c'est essayer de comprendre certains objets relativement classiques de l'anthropologie sud-américaine en s'intéressant au langage comme un moyen d'agir socialement. Donc, quand je travaille sur les blagues, je vais peut-être avoir le temps d'en parler tout à l'heure, ou l'humour, c'est en ce sens-là, c'est étudier comment est-ce que l'humour peut être un moyen d'agir sur autrui socialement, de fabriquer des relations sociales et pas de façon créative. Donc je voulais prendre quelques exemples, mais avant ça, rappeler déjà qu'on se situe dans une société en Amérique du Sud, en Amazonie, qui est assez particulière. Le langage, le fait de communication lui-même, m'intéresse, mais il intéresse aussi beaucoup les gens chez qui je travaille. Parce que je travaille dans une société qui s'appelle le Xingu, dont vous voyez la carte ici. En haut à droite, vous avez la carte du Brésil. Et donc le parc du Xingu se situe dans l'état du Mato Grosso. Et c'est une région assez atypique en Amazonie, en ce qu'elle regroupe une dizaine de groupes ethniques différents qui ont chacun leur langue. Et ces langues sont parfois très différentes entre elles. Elles appartiennent à trois grands troncs linguistiques sud-américains, des Tupis, des Arawaks, des Caribes et les Troumaï, qui, eux, sont un isolat linguistique. Et donc, on a des langues mutuellement inintelligibles. Et en dépit ou grâce à cette différence et cette incompréhension, ils ont construit une société commune au fil des siècles. Sur un substrat arawak, c'est donc une des grandes familles linguistiques d'Amérique du Sud, petit à petit, les Arawaks ont intégré à cette société des Indiens qui venaient d'ailleurs, d'abord des Caribes, puis des Tupis, puis des Troumaï, et aujourd'hui il y a même des Ikpeng, donc qui font partie de cette région, des Souya, qui sont un petit peu à la frontière. Et les Troumaï ont été les derniers arrivés à être vraiment intégrés à la fin du 19e siècle. Donc c'est un processus, c'est une société qui était dynamique, capable d'intégrer de l'altérité, mais en préservant les différences linguistiques. Donc on est vraiment dans un cas, c'est une sorte de confédération helvétique sous les tropiques, des gens qui non seulement essayaient de passer par-dessus, par-delà les différences linguistiques et les incompréhensions, mais en fait cherchent à les préserver. C'est-à-dire qu'on observe des phénomènes de préservation farouche des différences linguistiques entre les groupes. Mais en gardant une similarité pragmatique. Donc, au niveau du code, de la sémantique, on préserve les différences. Par contre, ils ont construit des modes de relation et de communication entre eux qui sont communs. Donc, l'exemple le plus beau, c'est l'accueil d'un village étranger à l'occasion d'un grand rituel intertribal, ce qui est un des grands idiomes de relations interethniques dans le coin. On invite un autre village, par exemple, moi je suis les Troumaï, j'invite les Kamayura. Les Kamayura arrivent et il y a un représentant pour chaque groupe qui se font face, et c'est ce qu'on appelle les paliar, les messagers. Et là, il y a un discours cérémoniel, un dialogue ritualisé, où chacun se fait face dans une posture définie, en tendant la main, on ne se regarde pas et chacun parle dans sa propre langue. Donc on est dans une situation de communication complètement atypique, qui sort de l'ordinaire, qui manifeste à la fois l'incompréhension et l'inintelligibilité des codes,
L'un parle Kamayura, l'autre va parler Troumaï, et en même temps, on partage une même chorégraphie, une même pragmatique. Donc on n'est pas là dans le cadre d'une langue lingua franca, on est dans le cadre d'une pragmatica franca, pour reprendre un terme en usage dans les études sur cette région. Donc voilà pourquoi est-ce qu'il est intéressant de travailler sur la communication dans cette région, et pourquoi est-ce qu'il est important de différencier entre pragmatique enfin, de prendre en compte la pragmatique dans l'effet de communication. Donc je vais très rapidement aborder quelques exemples empiriques de la manière dont je procède, et en particulier sur la maladie. Les Troumaï sont des Indiens un peu atypiques dans cet ensemble pluriethnique, parce qu'ils sont dits pauvres. Ils sont peu nombreux, ils sont historiquement à la fois intégrés et en même temps en permanence repoussés en dehors des limites de cette espèce de confédération pacifique. Du coup, ils ont des petits villages, il y a des scissions internes sur le long terme, ils n'arrêtent pas de déménager, de changer de village, donc il y a un nomadisme très important par rapport aux autres groupes. Et donc ils disent eux-mêmes qu'ils sont dans des villages qui ne sont pas des vrais villages. Donc ils passent leur temps à être à la limite, à ne pas réussir à avoir la vie qu'ils devraient avoir. Ils ont en permanence le modèle de ce que c'est qu'être indien et ce que c'est d'être chingwano par l'exemple de leurs voisins qui participent à la même société, mais eux, ils échouent systématiquement. Et donc, par exemple, ils disent qu'ils n'ont pas des vrais villages, parce qu'ils n'ont pas des villages de 400 personnes dans lesquels, autour d'une grande place circulaire dans laquelle on peut faire des grands rituels intertribaux. Ils ont des faux villages, des villages Paraguay, puisque c'est comme ça qu'on dit en portugais, pour parler de quelque chose de frelaté, on dit que c'est Paraguay. Donc ils ont des villages Paraguay dans lesquels ils estiment vivre une vie relativement triste. Et dans ce contexte-là, les Troumaï ont donc un mode d'existence en tant que groupe qui est relativement marqué par la maladie, l'infortune et la souffrance. Et ma thèse a suivi un petit peu ce chemin pour essayer de comprendre les processus par lesquels on tombait malade, on pouvait guérir éventuellement. Donc la maladie chez les Troumaï, c'est un peu quelque chose d'assez commun en Amazonie, c'est une relation. On est malade parce qu'il y a un étiolement du tissu relationnel du malade au niveau de sa maisonnée, parce que ce qui va se manifester par des agressions d'esprit, et la relation avec l'esprit va être ce qui va caractériser le parcours du malade. C'est une relation, le premier symptôme de la maladie, c'est précisément un isolement, une prostration, un mutisme. Le cas standard, c'est qu'on va en forêt, on rencontre un esprit pathogène, on revient, on va dans son hamac et on est prostré et on sort de la communauté des vivants, de la communauté des humains, justement parce qu'on n'est plus capable de communiquer avec eux. C'est aussi une relation parce que c'est le moment d'une relation avec les esprits. Cette interaction liminale qui va marquer le début de la maladie va être ensuite réparée, c'est ce que je vais voir après, et afin d'éviter un processus d'animalisation ou de spiritisation, c'est-à-dire que la maladie est conçue comme un rapt de la personne par les esprits. Et on va avoir des symptômes qui vont dire que j'ai été atteint par tel esprit aquatique, et donc il y a des récits comme ça de gens qui racontent qu'après quelques temps, ils mangeaient de la purée de poisson, ils déféquaient des poissons entiers, ils se réveillaient le matin, ils avaient perdu énormément d'eau. Ils étaient comme ça dans un processus de devenir animal. Donc il faut se représenter un peu les choses comme une sorte de lutte entre différents collectifs d'existants, des humains, des non-humains, et qui cherchent à imposer à l'autre, à rapter l'autre dans son propre collectif. Donc ça, c'est quelque chose de relativement... qu'on retrouve pas partout, mais beaucoup en Amazonie, et c'est le cas chez les Troumaï. Et donc la maladie est relation aussi parce qu'elle est initiée par un problème de communication. C'est ça que j'ai essayé de montrer, c'est que cette relation pathogène, elle s'initie par une sorte de trouble, de faille dans la communication ordinaire, pour reprendre ton expression. C'est le moment où la rencontre d'esprit, j'ai beaucoup travaillé là-dessus, c'est un moment, j'en ai vécu, parce qu'il y en a tout le temps, c'est en fait un moment incroyablement liminaire, c'est un moment d'incertitude maximale sur ce qui est en train de se produire, et qui est interprété du coup comme l'ouverture d'une interaction par l'esprit, mais une interaction qui ne respecte pas les codes
locaux de la présentation de soi et de la rencontre. Un esprit, c'est un bruit un peu liminaire que tout le monde n'entend pas en même temps, dans la forêt typiquement, et qu'on va avoir du mal à catégoriser. Et cette incertitude sur la nature de ce bruit, sur la nature de l'être qu'il a produit, sur la nature de la sensation, il y a tout un vocabulaire de la sensation, c'est cette incertitude-là qui va être catégorisée finalement comme, tiens, quelque chose est là, qui agit intentionnellement, qui veut établir le contact avec moi, mais qui l'établit sans respecter les codes de politesse élémentaire, qui est de se rendre visible. Et donc on peut vraiment voir que c'est une violation systématique d'une rencontre. Il y a des codes partagés sur comment se présenter, comment arriver dans un village, comment s'adresser à l'autre, et ça, l'esprit ne le fait pas. L'esprit est donc un impoli. Et la guérison va consister, pour une large part, à rectifier cet accro relationnel initial. Alors, avant d'en arriver là, on peut opposer deux formes de thérapie dans la région où je travaille. Une thérapie qui s'intéresse beaucoup aux symptômes et une thérapie qui s'intéresse beaucoup justement à réparer cette relation avec l'esprit pathogène. Et donc la thérapie par les symptômes, c'est ce qui va réunir à la fois les incantations thérapeutiques, les simples, donc les herbes médicinales, et la médecine occidentale. La médecine occidentale est très présente maintenant dans le parc, il y a un système de santé depuis une quarantaine d'années. Et tout ça, c'est dans le même paquet, les gens qui s'occupent des symptômes. Et donc, ce que je voulais vous présenter au départ, mais je ne vais pas présenter que ça, c'était cette notion d'incantation thérapeutique. Comment ça marche? Comment est-ce qu'on guérit par le langage? En gros, c'est ça l'incantation thérapeutique. Mais c'est une guérison qui ne concerne que le symptôme. On ne va pas, par cet acte-là, réellement infléchir les intentions malveillantes au départ de l'esprit qui vous a causé du mal. Donc c'est ça que je voulais vous montrer pour commencer. C'est quelques minutes. Alors, j'ai pas. Il est là-haut. Non, j'ai pas. Je vais le trouver par là. Alors, normalement, il y a du son. Non? Je l'ai mis à fond là. Maxi. Oh, je peux vous le mimer je peux le synchroniser. Le doublage. Vous entendrez rien. D'abord parce que c'est dans une langue arawak, le Waura, et d'autre part parce que lui-même s'arrange pour masquer le contenu sémantique de ce qu'il dit. Donc voilà, je peux le mimer. Ça fait... Voilà. C'est pas grave. Bon. Je passe rapidement, c'est simplement pour vous situer le cadre. Là, on est donc dans un des villages dans lesquels j'ai travaillé. Cet homme est à la fois un chaman et un spécialiste des incantations, donc il combine les deux fonctions. Et là, c'est une incantation thérapeutique destinée à alléger une douleur à la tête, une migraine, qu'il accomplit au milieu d'une cure chamanique standard où il va justement, comme je vous le dirai, extraire les substances pathogènes injectées dans le corps du malade par un esprit. Calomnier, il est... Ah, on a eu quelque chose? Non, c'est vous. Bah, si vous, ça marche, alors tout va bien. Bon, donc vous avez vu de quoi il est question. Là, c'est la fin de l'incantation, où la prosodie va changer légèrement. On fait aliou, aliou, lunatou, etc. L'idée que je voulais développer, là, il y a une grande tradition en anthropologie sur comment est-ce qu'on guérit par le langage, et enfin, sur la nature des incantations thérapeutiques. Ah oui, c'est vrai.
Mais ça pouvait. Merci. Une idée, c'est parce qu'après, il y a une autre séquence vidéo, si je parle d'humour, qui aurait besoin de son, pour le coup. Non. Bon. Pardon? Ouais. Son. Non, ouais. Bon. Sinon, j'enlèverai et je mettrai. Je peux le mettre comme ça, sinon, tout à l'heure. Ouais. Je ferai ça pour la suite, sinon on va prendre trop de temps. Donc faites-moi confiance, il a vraiment dit Aliou, Aliou, Aliou Natou. Donc ce que je voulais montrer, si je retrouve le PowerPoint, il est là. C'est comment fonctionne ce type de thérapie, de thérapie par l'incantation, Kewere, c'est donc le nom en Waora pour désigner cet acte de langage. Le type qu'on a vu là, c'est un chaman qui est Waora marié avec une troumaille. On est dans un univers très interculturel, oui, très interethnique, où il y a des mariages presque systématiques entre les troumailles et des gens d'autres groupes dans la même région. Et là, pour comprendre ce qui se passe, on doit prendre en compte précisément les aspects non-verbaux. Si on s'en tient à une lecture du contenu sémantique de ces incantations, on ne comprend pas ce qui se passe et on ne comprend pas pourquoi est-ce que ce genre de discours, cette façon de parler particulière, a des effets sur les patients. Donc, on a ici une inversion. Bon, déjà, il y a deux aspects. Il y a les aspects sémantiques et la technique énonciative. Pour les aspects sémantiques, là, vous avez en haut à droite la transcription et traduction de ce qu'il dit. Je suis Ariou, donc qui est un verre qu'on trouve au fond de la rivière. J'entre et je sors de la pierre. Je suis froid, je me refroidis dans ma maison. Et toutes les incantations dans le Hoshingu présentent ce caractère de simplicité extrême. Il y a des traditions de chants chamaniques infiniment plus complexes en Amazonie, et y compris dans le Shingu, mais là, pour ce qui est des incantations, c'est toujours incroyablement simple. Mémoriser ce genre d'incantation, c'est pas très difficile. Il y a toujours un premier vers qui dit « je suis X », et ensuite, on précise la nature de ce X et ce qu'il est en train de faire. Et là, il y a donc une logique des qualités sensibles à l'œuvre. Aliou, il vit au fond de l'eau, dans sa maison qui est donc la vase, et il est froid. Et la maladie est réputée chaude, la douleur est chaude, la guérison, le soulagement de la douleur est froid. Donc, il s'agit d'aller chercher dans le monde un objet qui est froid pour apporter cette qualité sensible aux malades. Et donc, tout l'enjeu de cette incantation est de jouer par le langage ce transfert d'une propriété. Et on y arrive donc par le contenu sémantique, il ne faut pas le mettre de côté, mais on y arrive aussi en mettant de côté le contenu sémantique, ou plutôt en inversant la hiérarchie entre contenu sémantique et énonciation. Dans le langage quotidien, la technique énonciative, on le passe complètement au second plan. On oublie qu'on est en train de parler, on met les respirations au moment où c'est logique de le faire pour des raisons de transmission du sens et de la signification. Et là, c'est l'inverse. C'est que dans la technique d'énonciation de l'incantation, on a un moule absolument rigide, une technique énonciative qui vaut pour toutes les incantations et qui va être la même pour toutes les incantations. Donc je vous passe les détails, mais il y a des règles de transformation énonciative depuis ce contenu sémantique simple, je suis Ariou, vers la performance énonciative en contexte destinée à guérir quelqu'un. Donc si je dis simplement je suis Ariou, je rentre et je sors de la pierre sur Jérôme Mauche, ça ne va rien faire. Il va falloir passer par une étape de transformation énonciative où je suis Ariou, il va falloir le dire en disant d'abord Aliou, houhou, Aliou, houhou, ensuite on respire, Aliou, houhou, je respire, et ensuite je suis Ariou, ouhou, on respire, et ainsi de suite. Et ensuite, il y a des règles aussi de répétition des vers suivants. Donc il y a quelque chose de relativement rigide, mais qu'on apprend une fois pour toutes, et qui permet ensuite d'accomplir ces incantations thérapeutiques et de guérir. Là, je viens de vous révéler un secret qui vaut une fortune dans l'économie locale, donc je vous demanderai de garder votre... En même temps, je suis filmé, c'est pas très astucieux de le faire. Mais heureusement, j'ai pas donné la transcription, et si vous le faites en français, ça marche pas. J'en ai fait l'expérience. Donc... on a là une inversion directe de la technique, de la hiérarchie entre la technique énonciative et le contenu sémantique. Et c'est donc en prenant en compte cette dimension pragmatique, les aspects non-verbaux de la communication, qu'on peut rendre compte de ça. Il y aurait aussi beaucoup à dire sur le souffle, c'est-à-dire que c'est une parole qui n'est pas dite dans les termes locaux. Parler, ça se dit ami.
Mais là, on parle de paroles soufflées. On souffle une incantation, laf. Et souffler, c'est encore une fois une façon de techniciser l'énonciation, de transformer ce qui normalement est un acte de communication en geste technique. Et c'est un peu dans toute la lignée d'une tradition en anthropologie pour essayer de comprendre l'efficacité des incantations, depuis Malinowski, ensuite en passant par Stanley Tambaya, qui essaye de comprendre l'efficacité des incantations en montrant que ça s'insère toujours dans des chaînes d'action technique. Et c'est cette relation entre acte de communication et acte technique, cette relation qui s'inverse, qu'on peut comprendre ces genres de discours. L'autre aspect que j'ai essayé de montrer dans la thérapie, c'est justement lorsqu'on essaye, par le langage et par la communication, de guérir quelqu'un. Et en infléchissant la relation pathogène qui s'est instaurée dans cette fameuse rencontre en forêt. Et là, on prend aussi en compte cette dimension non verbale de la communication. Alors je sais que je ne sais pas si le public composé de poètes sera sensible à ce genre d'approche. Je m'excuse si je suis un peu à côté de la plaque. Mais la cure chamanique dans le Hoshingu est un acte de communication, en même temps qu'un acte technique, et un acte de communication qui a un contenu sémantique extrêmement pauvre. Il y a des thérapies possibles dans le Hoshingu qui fonctionnent par des chants chamaniques très complexes, très riches, et qui peuvent faire l'objet d'une analyse textuelle où on va mettre en évidence des ressources poétiques intéressantes. Mais en l'occurrence, la cure de base, le degré zéro de la cure chamanique, c'est sémantiquement très pauvre. Il s'agit d'extraire avec du tabac, on passe du tabac, on souffle du tabac et on extrait du corps du malade un certain nombre de substances pathogènes, soit avec la bouche par succion, soit avec les mains, et ensuite on l'exhibe. Et là, on a un acte de communication un peu paradoxal, c'est-à-dire qu'on utilise la parole pour s'adresser à l'esprit auxiliaire du chaman, qui s'appelle Paillé, comme le chaman lui-même. Donc c'est le chaman qui dit Paillé, un chaman qui dit chaman. Il s'adresse au chaman verbalement. Et ce faisant, il montre ce qu'il y a dans sa main. Donc on a au niveau de la parole une adresse à un esprit auxiliaire qui est présent, et par le geste, on s'adresse à l'assistance et aux malades. Et en fait, il s'agit par là de réparer le problème initial de communication, c'est qu'un patient, c'est quelqu'un qui rentre en communication avec les esprits alors qu'il ne devrait pas, et qui cesse du coup, parce qu'on ne peut pas être les deux à la fois, qui cesse du coup d'entrer en communication avec les humains. Et donc cet acte thérapeutique, c'est un acte qui évidemment est un geste technique destiné à enlever des substances pathogènes, mais aussi un acte de communication destiné à rétablir le patient dans un univers communicatif qui doit être le sien, à savoir les humains et le village. Il y a un autre rituel qui va procéder un petit peu, d'une manière comparable mais différente, qui va consister à forcer l'esprit à se présenter dans les règles d'une certaine manière. On a vu qu'il s'était présenté comme un malpropre, et là on va, dans le cours d'un rituel, faire en sorte qu'il se comporte correctement. Donc certaines personnes dans le village vont jouer le rôle des esprits, et dans un rituel relativement hâtif et rapide, vont se présenter aux malades. Et là, on va inverser terme à terme les déséquilibres interactifs qui ont présidé à la rencontre en forêt. Alors qu'en général, on était seul et encerclé dans la forêt par des esprits inconnus. Là, on inverse tout, puisque l'esprit est connu. Il y a eu une identification de l'esprit par le chaman au préalable. Il arrive devant, à la vue de tous sur le village, qui est une place circulaire, donc une sorte de panoptique inversée. Et il se présente au malade en disant « Me vois-tu ? Moi, je te vois ». Donc on établit là la symétrie visuelle et perceptive. Donc on voit encore une fois qu'il s'agit vraiment... que la maladie est une maladie de la communication et que la thérapie est une thérapie communicative d'une certaine manière. Je voulais vous montrer, j'ai raté ça. Oui, j'ai oublié ces différents vers permettent, dans le jeu des répétitions, une combinatoire assez comparable à celle de Raymond Queneau dans 1000 milliards de poèmes. Que quand on écoute une cure par incantation, on va entendre « Je suis à Rioux, j'entre et je sors de la pierre, je suis froid dans ma maison, je me refroidis dans ma maison, je rentre et je sors dans ma maison, etc. » Donc il y a une petite combinatoire possible. Je crois que il me reste combien de temps ? Je m'arrête là. Oui. Non, pas du tout, au contraire, non, c'est intéressant. Donc l'autre aspect que j'ai essayé de montrer récemment, mais là je suis un peu en roue libre, c'est l'humour.
L'humour comme façon d'établir des relations sociales de manière créative. Alors, je voulais vous montrer un extrait. Oui, d'abord, par rapport à quoi ça s'oppose schématiquement, l'humour en anthropologie, bon, il y a eu beaucoup de... Ça remarche? Non, mais je mettrai le micro. Ah oui, on mettra le micro. Il y a eu beaucoup de... Il y a eu beaucoup de choses en anthropologie sur la notion, sur la notion de relation à plaisanterie, que dans chaque société définit plus ou moins rigoureusement les gens avec qui on a le droit de plaisanter et ceux avec qui on n'a pas le droit de plaisanter. Et dans la région où je travaille, la relation paradigmatique de plaisanterie, c'est la relation entre cousins croisés. Alors, là, on va être technique. Vous l'aurez voulu. Alors, un cousin croisé, c'est quoi par rapport à un cousin parallèle? C'est lorsqu'on passe à la génération des parents. Un cousin parallèle, c'est celui qui est le descendant, dans ma génération, de gens qui sont de même sexe, donc le frère de mon père et la sœur de ma mère. Ça, c'est des cousins parallèles. C'est parallèle parce que c'est le même sexe à la génération des parents. Et les cousins croisés sont les cousins où il y a une différence des sexes à la génération du dessus. Donc les enfants de la sœur de mon père et les enfants du frère de ma mère. C'est bon? Alors, c'est un exemple qui est souvent donné pour justement commenter et critiquer les présupposés universalistes, les choses qui vont sans dire. On pense qu'un cousin, c'est un cousin, etc. Évidemment, ça change, ça dépend d'une culture à une autre. Et là, c'est une différence qui est extrêmement importante. Chez nous, ça n'a aucune importance. C'est des cousins de premier degré et on estime qu'ils ont la même distance par rapport à moi. Par contre, dans une société dite dravidienne, comme c'est le cas dans beaucoup de sociétés amazoniennes, ça fait une différence majeure. C'est-à-dire que le cousin parallèle ou la cousine parallèle, elle est considérée comme quelqu'un qui fait partie de ma famille. Souvent, les termes de parenté, c'est ma sœur. C'est pas ma cousine, c'est ma sœur. Et par contre, quand on passe du côté des croisés, là, c'est ce qu'on appelle des affins potentiels. C'est des gens qu'on peut épouser. Donc, dans un cas, on peut les épouser, ça va. Et dans l'autre, on peut pas les épouser, sinon c'est de l'inceste. Donc, c'est cette frontière-là qui nous paraît arbitraire. Elle est fondamentale puisqu'elle définit ce qui est incestueux et ce qui ne l'est pas. Et donc, la relation en plaisanterie typique, c'est entre cousins croisés, les gens qui sont donc des donneurs d'épouses potentiels. Et donc, c'est une relation qui est marquée, c'est assez explicite, c'est un cadre d'interaction défini explicitement. On dit les cousins croisés, vous pouvez plaisanter. Et c'est un type d'interaction un peu paradoxal parce qu'on dit tu ne dois prendre ombrage de rien de ce qu'on va te faire, de ce que va te faire ton cousin, et tout est permis. Donc, rien n'est précisé et on n'a pas le droit de se mettre en colère. En gros, c'est ça Et on a le droit, donc ça peut aller jusqu'à... Il y a des grandes séances de moquerie, d'agression feinte. On joue à Chabit beaucoup. Il y a beaucoup de pratiques comme ça qui caractérisent les relations à plaisanterie. Et on parle beaucoup de sexualité. Ça joue beaucoup sur des tropes et des doubles sens sexuels et un peu grivois. Alors, dans un séminaire, ou une rencontre consacrée à la poésie, c'est vrai qu'on aurait du mal à... Il y a une inventivité, mais qui est finalement faible du point de vue du contenu sémantique. Donc il n'y a pas une grande poésie dans l'humour chez les Tromai, dans les Oshingu. Mais il y a une véritable inventivité, elle se trouve moins là que dans les intentions et dans la façon de manipuler les relations par l'humour. L'idée étant qu'il s'agit de déstabiliser en permanence l'autre. Le mot d'ordre des relations à plaisanterie dans le Shingu, c'est non pas mets-toi à l'aise, mais mets-toi mal à l'aise. Et c'est ça qui va caractériser la relation entre cousins croisés. Et ce que j'ai essayé de montrer, moi, c'est que ces relations, elles sont évidemment... il ne faut pas seulement considérer ça comme une sorte de morphologie des relations assez abstraites et auxquelles les gens obéissent de façon mécanique. Tu es mon cousin croisé, donc nous appliquons ce type d'attitude, mais c'est quelque chose de très créatif qui va permettre d'intégrer l'altérité. Et notamment, le gringo, le blanc qui arrive dans les Oshingu, est socialisé en grande partie par ce genre de blagues à caractère sexuel très souvent. Donc j'ai un extrait que je ne vais pas montrer en entier. C'était lors de ma dernière visite il y a 2 ans, et cette femme est une de mes grandes amies qui m'a beaucoup appris le Trumai au début, en m'apprenant essentiellement les parties du corps et
l'anatomie génitale masculine et féminine à travers des insultes que j'étais censé répéter. Et donc c'est vraiment comme ça, c'est elle qui m'a fait rentrer dans le groupe Troumaille par ce genre de plaisanterie. En fait, c'est un processus relativement standard et qui mérite une investigation anthropologique. Et là, c'était lors de mon dernier terrain, et elle revient, et on a un long passé de plaisanterie tous les deux, et donc elle revient là-dessus, et on a une grande séance. Vous allez voir à quoi on est soumis quand on va faire du terrain dans cette région. Donc voilà comment ça marche. On est en train de parler de quelqu'un d'autre. Il y a une histoire de conflit conjugal, de type qui bat un peu sa femme, mais pas trop. Bon. Et là, tout d'un coup, il y a donc une autre vieille femme qui intervient et qui lui souffle ce qu'il faut qu'elle dise pour me mettre mal à l'aise. Alan el kamu takde no kisu kalau jalan mahal kan kudit tak ikan mungkin ke kikuan jail ai tak kajet sile kalau nah ami. Donc là, vous avez il y a un principe à l'heure, c'est que quand quelqu'un commence à se faire bâcher comme ça, personne ne l'aide. Au contraire, on va fournir des armes à celui qui se moque pour le mettre le plus mal à l'aise possible. Bon, j'ai une certaine expérience, donc j'étais pas vraiment mal à l'aise ce jour-là. J'étais plutôt content de les revoir, etc. Mais vous pouvez imaginer qu'au départ, c'est plutôt déstabilisant. Et donc là, il s'agit on rentre sur le thème des infidélités, qui est un thème absolument récurrent. Lorsque deux cousins croisés se rencontrent et que l'un des deux a sa femme avec lui, il est très mal barré. Si je rencontre Jérôme Mauche accompagné de son épouse sur le fleuve et que moi j'ai pas mon épouse, je vais commencer à lui raconter à sa femme devant lui toutes les infidélités supposées, évidemment c'est faux, toutes les infidélités qu'il a commises en son absence. C'est possible parce qu'en tant que cousin croisé, c'est aussi la relation d'amitié la plus importante. Et donc on est en général on a eu des aventures partagées en ville avec des femmes, parfois des prostituées, etc. Donc on connaît des choses. Et donc tout le sel de ce jeu, c'est de s'arranger pour, dans la liste des mensonges, glisser quelque chose de vrai. Donc on va dire, on va inventer beaucoup de choses, et puis tout d'un coup, il y a quelque chose. Et donc là, pour la victime, il n'y a pas d'autre mot. Il s'agit de réussir à négocier de cette situation d'incertitude sociale maximale, ne pas montrer que voilà, il y a un des ragots qui est un petit peu plus crédible que les autres. Et l'épouse aussi, quand tout fonctionne très bien, elle se met en colère, elle commence à taper son mari, donc on rigole beaucoup. Si ça se transforme en tentative de meurtre, ce qui arrive, là au contraire, on s'est allé trop loin. Mais voilà, ça fait partie des rencontres et des situations qui mettent du sel, qui sont des vraies relations. Et donc là, c'est la même chose. Les infidélités que j'ai pu commettre sur mon terrain étaient évidemment une grande ressource, sachant que quelquefois, une rumeur devient réalité. Hein. C'est-à-dire qu'une femme qui apparaît dans le village où j'étais pendant une demi-heure, pendant que j'étais à la plantation, que j'ai même pas croisée de ma vie, mais 6 mois plus tard, tout le monde est persuadé qu'elle était ma maîtresse, à force de plaisanteries de cet ordre-là. Voilà. Donc voilà, il parle d'une munition de plus. Bon, je vais m'arrêter ici. Après, il y a une logique d'escalade. Donc après, il est question d'émasculation avec les dents et des choses comme ça. Donc je préfère m'arrêter.
Et donc, voilà, ce que j'ai cherché à faire en travaillant sur l'humour, c'était ça, c'était de voir en quoi l'humour et les blagues, qui semblent graveleuses, mais qui en fait vraiment témoignent d'une inventivité et surtout d'une grande capacité à jouer. Ce qui les intéresse, c'est ça, c'est d'arriver à ce point où on réussit vraiment à déstabiliser l'interaction et la relation avec l'autre. Et c'est quelque chose qu'on peut mettre en rapport avec un trait relativement classique en Amazonie, encore une fois, c'est cette relation d'affinité, la relation soit de cousins croisés, soit de beaux-frères, qui est à la fois la relation d'inimitié et la relation d'amitié. Les deux choses vont ensemble. Et ça marche pour les Troumaï, c'est-à-dire que leurs grands ennemis historiques, c'est les Kamayura, qui leur ont fait subir les pires avanies au cours des 200 dernières années, et en même temps, c'est leurs alliés, au sens matrimonial du terme, les plus proches. Ils n'ont pas arrêté d'échanger des épouses ou se les faire voler, et réciproquement. Et donc, c'est la relation d'amitié par excellence, parce que c'est la grande relation d'inimitié. Et c'est intéressant de retrouver dans les interactions concrètes et dans les pratiques concrètes interactives comment ça procède. Et le grand jeu, c'est même quand on réussit à apprivoiser l'autre par l'humour, il s'agit toujours de le remettre en position d'ennemi, en jetant le doute sur le fait qu'on ne fait que plaisanter. Et donc il s'agit toujours d'aller jusqu'au point où l'autre se demande mais est-ce que vraiment il est en train de plaisanter ou est-ce que vraiment il va me tuer? J'exagère un peu, mais il y a des choses de ce ordre-là. Bon, on m'a dit qu'on allait me recevoir dans le village en faisant un rituel cannibale, par exemple. Et ça, c'est une grande blague. Et forcément, quand on est à l'autre bout du monde et qu'on est seul, on se demande si c'est vraiment de l'humour. Et c'est ça, le sel de l'humour Troumaï, il est là. Et il est poétique, dans un sens. Voilà, moi je vais m'arrêter ici. Merci beaucoup, Emmanuel. Je vais passer la parole à Éric Chauvier. Merci. Bon, je vais peut-être rappeler brièvement mes terrains de recherche, je vais dire. Je suis anthropologue aussi, je suis écrivain par ailleurs, même si en réalité c'est un peu moins simple que ça, puisque c'est l'anthropologie qui m'a amené à réfléchir à la question de l'écriture, avec une attention portée à l'enquête, puisque là on l'a vu avec l'exemple d'Emmanuel Devienne, et l'anthropologue avant tout est quelqu'un qui enquête. Et ces questions de l'enquête m'ont toujours profondément intéressé, et j'ai toujours eu cette impression de frustration que le passage à la théorie nous privait de cette poétique, est-ce que tu emploies le terme de poétique, en tout cas de quelque chose d'extrêmement exigeant que nous donne l'enquête. C'est quelque chose qui est important pour moi. Et à tel point que mes sujets de recherche qui sont aujourd'hui, alors les thèmes, les intitulés peuvent sembler assez énormes, mais l'action sociale, je travaille beaucoup avec des personnes en Seine-Saint-Denis, dans des dispositifs, beaucoup avec des adolescents qui sont en situation de décrochage scolaire, par exemple, ou avec des parents, dans d'autres dispositifs, donc des personnes en souffrance, on va dire. Et là, j'entre dans le vif du sujet, c'est-à-dire que l'expression personne en souffrance me pose problème déjà. Donc on voit vraiment les limites du langage, parce que j'essaie justement de ne pas les réduire à ça. C'est un peu l'enjeu pour moi, c'est d'arriver à montrer que les personnes en souffrance sont aussi possiblement malveillantes, ennuyeuses, drôles. Donc c'est d'aller traquer, je dirais, les lisières du monde social, les zones d'ombre du monde social. Et mon autre sujet de recherche, puisque je suis quand même indépendant, on va dire ça comme ça, c'est-à-dire que je réponds à des appels d'offres et puis je vais travailler sur des sujets assez divers avec une méthodologie maintenant assez poussée avec le temps. L'autre sujet de recherche, c'est la ville. Et j'ai beaucoup travaillé donc, sur les questions de zones périurbaines, la zone pavillonnaire. Effectivement, on est dans l'ordinaire, le banal le plus total, et en même temps, on se rend compte que dans ces zones-là, il y a beaucoup de zones d'ombre, justement, qu'il y a beaucoup d'inexplorés. Là, je travaille actuellement sur la fin du village, la transformation des villages et comment les villages sont en train de muter économiquement, sociologiquement, anthropologiquement. Donc, c'est des questions qui... J'ai travaillé sur les risques technologiques aussi. Enfin, j'ai des missions assez diverses en 15 ans, mais qui m'ont toujours amené à travailler à essayer de mettre à jour des éléments qui n'existaient pas dans les théories anthropologiques, avec ce souci de restituer toujours la singularité des personnes, essayer de restituer toujours de ne pas les étouffer par la théorie. J'appelle ça la désinterlocution. C'est une catégorie un peu barbare. La désinterlocution, pour moi, c'est le fait que dans les grandes théories des sciences humaines ou des sciences sociales, tu vas parler de Malinowski, qui était vraiment un grand ethnographe, c'est-à-dire qu'il a vraiment
il a appris la langue, il est resté durablement avec les Trop-Briand. Et on se rend compte qu'il y a quand même peu de... Alors, on ne peut pas juger les anthropologues passés dans le contexte présent. Mais en tout cas, dans toute l'histoire de l'anthropologie, on a très peu de paroles indigènes. Chez Malinowski, il y a quelques paroles indigènes. C'est la kula, par exemple, qui est une cérémonie rituelle. Mais c'est déjà des paroles indigènes élevées au rang de concept. Donc, ce que j'appelle la désinterlocution, c'est cet effet qui fait que lorsque vous lisez certains ouvrages de sciences humaines ou de sciences sociales, vous avez l'impression que les personnes observées ne peuvent pas prendre la parole. Et que celui qui a gardé le dernier mot, c'est l'anthropologue. Ou c'est l'anthropologue. Donc, ça me semble assez important. Et c'est vraiment pour moi une question essentielle dans les diagnostics que je peux poser sur l'action sociale, par exemple. Et c'est pour ça que je m'attache autant à des récits d'échecs de mes théories, en fait. C'est-à-dire, par exemple, mon deuxième livre, Si l'enfant ne réagit pas, restituait un diagnostic rendu impossible dans une institution de placement familial où j'avais là des adolescents. C'était la loi 2002 de refonte de l'action sociale. Et je devais évaluer le fonctionnement, les rapports entre éducateurs, psychologues et adolescents placés dans cette institution. Et je suis tombé sur une adolescente qui était extrêmement violente, qui hurlait, mais qui hurlait d'une façon désaffectée. C'est-à-dire que sa voix était, on ne peut même pas dire blanche, mais désaffectée. Vous voyez, une voix, un hurlement désaffecté. Alors, elle avait un passé traumatique très important, une histoire de viol, d'inceste, une situation de toxicomanie. Bon, elle avait un cumul d'événements très traumatiques dans son histoire personnelle. Mais ce cri que poussait cette adolescente m'a fait prendre conscience que je ne pouvais pas décemment imposer mon diagnostic clos, fini, mon petit système où tout était bien huilé, alors que j'avais été moi-même très affecté par les différentes rencontres avec cette adolescente, rencontres qui étaient des demandes d'entretien avec elle, d'entretien semi-directif, comme nous faisons tous en anthropologie, mais là, ça ne marchait pas. C'est-à-dire que mes entretiens semi-directifs échouaient à chaque fois. Et ce livre, Si l'enfant ne réagit pas, était vraiment une tentative pour essayer de montrer ce qui se passe lorsque la théorie échoue. Et ce qui se passe lorsque la théorie échoue, à mon avis, c'est pas là que ça devient intéressant. Je ne veux pas jeter le bébé à l'eau du bain. Les théories sont très importantes. Mais en alternative, c'est tout à fait intéressant d'aller questionner ce qui ne marche pas dans nos concepts. Et nos concepts, c'est ce qui vient d'en haut. Les catégories, c'est ce qui vient d'en bas. C'est un peu une distinction qu'on pourrait faire. Les catégories indigènes que nous venons de voir dans ton exposé, là, on a des catégories indigènes. C'est-à-dire qu'on a les personnes, le langage des personnes qu'on observe. Et puis les concepts, c'est ce qui vient de la raison scolastique, c'est ce qui vient de l'institution. Et bien souvent, on a des problèmes pour plaquer ces concepts sur le... Et moi, je ressentais une réelle culpabilité parce que j'étais confronté à une souffrance qui ne pouvait pas se dire, qui était extrêmement violente et qui m'a ramené à ma propre histoire. Alors on dit en anthropologie, il faut éviter toute... Il ne faut pas éviter la réflexivité, il faut travailler avec, mais il faut surtout ne pas se laisser trop imprégner parce qu'on est atteint dans ce qu'on observe. Et on est parfois... Et là, je suis revenu à ma propre histoire, à l'histoire d'une personne malade de mon entourage. Et donc, c'était quelque chose par ricochet, de traumatisant pour moi aussi. Et à ce moment-là, j'ai décidé de faire ce livre qui relatait non plus une expertise fiable sur ces jeunes gens avec leur rapport avec leurs éducateurs, mais de partir de l'histoire de cette jeune fille et de partir de ce que j'avais observé, de ce qui ne marchait pas dans ma tentative de diagnostic. Je vous raconte ça parce que c'est un peu fondateur de tout mon travail. C'est-à-dire que, pour le dire assez simplement, les sciences humaines et les sciences sociales recherchent des invariants, c'est-à-dire des traits communs entre les personnes, et c'est quelque chose qui est important, mais je pense qu'il est tout aussi important de travailler sur ce qui ne nous lie pas ou sur ce qui ne trouve pas de mots, puisque cette relation traumatique entre elle et moi, on ne pouvait pas la qualifier, je n'avais pas de mots pour la qualifier, elle est restée durablement comme une part de mon psychisme, de ma mémoire, qui ne pouvait pas être comblée d'une certaine façon. Et c'est cet interstice de la vie sociale qui m'a semblé extrêmement important. Et dans tout mon travail, depuis, j'essaie de travailler de cette façon-là. J'ajoute que c'est une sorte de recherche-action, c'est-à-dire que ce diagnostic devait directement intéresser les financeurs, les éducateurs, évidemment, le personnel encadrant. Et je suis parti de cette idée que mon diagnostic n'avait pas fonctionné. Alors, évidemment, ça peut sembler étrange, mais c'est justement à ce moment-là que la parole s'est déliée. C'est-à-dire que tout le monde s'est mis... Les éducateurs ont commencé à expliquer que pour eux aussi, certaines choses ne fonctionnaient pas. Et donc,
cet échec n'était qu'un échec en trompe-l'œil, si vous voulez. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, les appareils conceptuels, le discours institutionnel officiel, tous ces éléments-là se sont un peu écroulés comme un domino. Je vous donne un exemple parmi d'autres, mais le mot contrat, qui est toujours très utilisé dans l'action sociale, on se rendait compte que dans cet institut de placement pour adolescents, ce mot servait à la fois pour désigner le rapport entre les jeunes gens, les adolescents et leur famille, le rapport entre les adolescents et l'éducateur. Il y avait autant d'usages, c'est là qu'on revient à la définition à laquelle je souscris complètement, que tu as donné de la pragmatique du langage, c'est-à-dire qu'il y avait autant d'usage de ce mot, de sens, de ce mot, que d'usage. C'est ça aussi la pragmatique, c'est l'usage que nous faisons du langage dans certaines situations, selon les contextes. Et ça devenait intéressant dès lors que des périphrases pouvaient émerger, qui venaient plus ou moins contester l'usage de ce mot contrat. Donc c'est tout ça pour dire que je pense que nous sommes dans une époque qui a tendance vraiment à lisser énormément, y compris avec beaucoup de concepts, je vais y revenir puisque c'est le sujet de ce petit livre, et qu'au contraire c'est intéressant d'aller questionner cette négativité, ce conflit social. Un conflit, c'est toujours ce qui n'a pas de mots. On apprend aux enfants, si tu tapes, c'est que tu n'as pas les mots. Bon, la vie sociale autour de nous, même rue de Rivoli, même partout, elle est faite de marqueurs, de classes, et pas forcément de conflits, mais de rapports de classe. Et ces rapports de classe ne se signifient pas toujours par le langage. Et c'est là que je trouve intéressant que l'anthropologie aille, par un travail d'écoute, d'entretien, aille questionner ces interstices de la vie sociale, en retrouvant un peu cette négativité qui fonde la vie sociale. Donc voilà un peu mes travaux, si vous voulez. Et alors, j'en suis arrivé maintenant, au bout de quelques années, à l'idée d'essayer de faire une théorie, en fait, sur les échecs de la théorie, mais avec ce petit mot, qui s'appelle Les mots sans les choses, qui est une référence à un livre de Michel Foucault qui s'appelle Les mots et les choses. Mais les mots sans les choses, c'est justement cet usage des concepts déconnectés des choses, c'est-à-dire des contextes, on va dire. Et donc, je m'intéresse dans ce livre à la fois aux sciences humaines et aux sciences sociales, à la vie ordinaire, et puis à ce qu'on appelle maintenant la gouvernance, qui est un terme qui me semble justement être un élément assez lisseur au niveau de la négativité que j'évoquais. Peut-être commencer par le début. Et je pense que les pionniers des sciences humaines, comme Durkheim, s'étaient beaucoup intéressés à cette question des catégories qu'il utilisait. Et il intimait à ses étudiants de vérifier l'usage des catégories, justement, et de ne pas utiliser des concepts qui étouffent l'enquête ou qui étouffent, et qu'il fallait en permanence vérifier l'usage que nous faisions des catégories. Ça, c'est un exemple qu'on a un peu oublié. Aujourd'hui, la sociologie peut utiliser des groupes comme punk à chien, par exemple, pour définir le monde social. Les punk à chien, ça marche depuis quelques années. On a encore c'est très difficile. La validité de ce concept est assez fallacieuse, si on réfléchit bien. C'est-à-dire qu'il y a une sorte d'étouffement de l'histoire de chacun, évidemment, de ces jeunes gens. Comment est-ce qu'on réduit, en fait, des individus à un concept de ce type-là? Ça, c'est quelque chose qui me pose question. Durkheim nous aurait sans doute dit d'être méfiant vis-à-vis de ça. On peut penser aussi à Freud, ça c'est quelque chose qui est très... Quand il met à jour, quand il invente la psychanalyse, il dit attention, n'utilisons pas... Enfin, au bout de quelques années, rapidement, il dit attention, on ne peut pas utiliser le mot paranoïa n'importe comment. La paranoïa ou schizophrénie, on ne peut pas utiliser ces mots de n'importe quelle façon. Il faut qu'ils soient un peu cadrés par rapport aux situations qui sont évoquées. Et c'est intéressant, ça ne veut pas dire qu'il rejette les non-spécialistes en disant vous n'êtes pas qualifiés pour parler ce langage-là. Ça veut simplement dire que ce sont des catégories et qu'elles sont là pour classer le monde social. Et que dès lors qu'on les détourne ou qu'on les utilise de façon abusive, ce qui est le cas aujourd'hui, tout le monde est un peu parano, un peu schizo. Bon, à ce moment-là, on n'est plus dans le langage exact. Confucius a dit, le premier acte politique, c'est de parler précisément. Et c'est intéressant, je trouve, de rappeler cette idée d'un parler précis, et quand on ne peut pas parler, Wittgenstein le dit, un grand philosophe à la fin d'un de ses ouvrages, il vaut mieux se taire. Donc la paranoïa, c'est par exemple, c'est faire très attention avec l'usage de ces catégories-là. Donc ça c'est un peu pour introduire mon propos. Après, je reste assez peu de temps généralement sur ces questions théoriques qui m'intéressent, mais ce qui m'intéresse c'est vraiment la vie ordinaire. Et donc j'ai quelques exemples que j'évoque dans ce livre,
qui sont assez intéressantes, je pense, pour retrouver le problème que j'évoque, et qui pour moi est psychopathologique. C'est-à-dire qu'il y a vraiment le langage malade du langage, c'est l'intitulé de cette conférence. Il y a une psychopathologie du langage ordinaire. Je donne un exemple. Je prends l'exemple d'Ilan, qui est un adolescent de Seine-Saint-Denis. Il habite Sarcelles, il est dans le dispositif de rescolarisation dans lequel j'étais amené à intervenir. Et donc l'itinéraire d'Ilan, en gros, c'est il a fait la fourmi dans Paris, c'est-à-dire qu'il a il a transporté des quantités de drogue très importantes lorsqu'il était enfant, c'est-à-dire à l'âge de 9-10 ans, dans un sac de sport. Il traversait Paris avec ces grandes quantités de drogue. Il gagnait un peu d'argent, et puis surtout, il était enfant, donc il pouvait passer, les policiers ne le repéraient pas parce qu'il avait sa taille d'enfant et son apparence d'enfant. Et puis Ilan a grandi, donc évidemment, il n'est pas allé au collège, hein, c'était les premières années de collège, il n'est pas allé au collège. Il se retrouve à 14-15 ans, 14 ans, il a grandi et il ressemble plus du tout à un enfant. Donc les trafiquants l'excluent du réseau, puisqu'il ne leur sert plus à rien. Il n'est pas allé au collège depuis longtemps, il fait quelques conduites délictueuses, une addiction très importante au cannabis, et il se retrouve chez le juge pour enfants, et puis dans ce dispositif relais qui est vraiment la dernière chance pour ces adolescents-là. Et j'avais été frappé par une réponse qu'Ilan faisait à beaucoup des personnes, des adultes en charge de l'évaluer, qui lui posaient la question: alors qu'est-ce que tu vas faire plus tard, c'est quoi ton projet? Parce qu'il faut que les jeunes aient des projets avec un suivi personnalisé, évidemment, de projets. Sachant que, par exemple, Ilan savait c'est à peine écrire, c'est à peine lire. Donc il part avec un très lourd handicap à ce niveau-là. Et il veut faire de l'événementiel. Enfin, là, on est dans la pragmatique. J'essaie de souffler. Quand je lui pose la question, il soupire. Il dit de l'événementiel. Et il soupire de nouveau. C'est important, ces deux soupirs qui encadrent la réponse d'Ilan. Parce que, bien évidemment, c'est une réponse stéréotypée qu'il fait à tout le monde. Mais faire de l'événementiel. Alors, c'est quoi faire de l'événementiel pour Ilan? C'est, en gros, créer une petite fête avec des rappeurs locaux, faire un festival avec des starlettes de la mode, organiser une fête. Bon, c'est quelque chose d'assez limité, qui est, pour Ilan lui-même, assez abstrait. Et tous les jeunes de l'institution, surtout les garçons, voulaient faire de l'événementiel. Parce que boulanger, ça les intéressait moins. Bon, l'événementiel, c'est une façon d'accéder rapidement, c'est une fiction, mais enfin, c'est de l'argent facile, c'est un succès, c'est une renommée, c'est une apparence sociale qui pour eux est très, très valorisante. Et ça m'a beaucoup interpellé, ce mot événementiel, pour un adolescent qui, grosso modo, est simplement déprimé, voire dépressif, en fait. Hein. D'autres utilisant eux-mêmes ce terme-là. Et c'est là que les mots sans les choses apparaissent, ou disparaissent, plutôt les réalités disparaissent. C'est-à-dire que ce mot, pour Ilan, se réfère à rien de concret. Et la façon qu'il a de donner ce mot, il faut être attentif au contexte, encore une fois, montre que, eh bien, simplement, il botte en touche. Il n'a pas envie de parler de son avenir. Son avenir, il est apparemment noir et déprimant. Il peut en avoir conscience, il va essayer de se vaguement remonter le moral ou de répondre aux sollicitations des adultes pour se faire bien voir en disant ce mot-là. Mais ce qui m'a intéressé, c'était j'ai fait l'histoire de ce mot événementiel. Et en fait, le mot événementiel, il a d'abord son sens premier chez les historiens, mais après, dans les années 90, c'est l'époque des startups, c'est l'époque effectivement de l'argent facile, peut-être l'époque un peu Canal+, les pionniers de la chaîne Canal, où ce mot va vraiment apparaître et pour le coup entrer dans les usages. Et l'événementiel va peu à peu intégrer des cursus scolaires. Et on a aujourd'hui des diplômes en sciences de la communication, notamment, où l'événementiel existe réellement. Donc, c'est là que ça me semble intéressant, parce que Ilan, en fait, se réfère à un discours théorique, à une fiction théorique. Lui-même n'en a pas forcément conscience. Mais c'est ça que je veux dire. C'est une fiction théorique qui gouverne le monde un peu, enfin le monde d'Ilan et le monde de ces jeunes. Cette idée, là on est dans le concept pour le coup. L'événementiel, c'est un concept qui vient se plaquer, qui vient d'une théorie qui existe, qui est institutionnalisée, qui vient se plaquer sur le vécu d'Ilan. Et le cœur de mon sujet, il est vraiment là, c'est-à-dire comment des concepts qui sont liés à des théories valorisées par les médias, par un ensemble de dispositifs, vont venir se plaquer et étouffer l'expérience immédiate que nous faisons du monde. Parce que si Ilan me raconte son quotidien, c'est se saouler au rhum dans une cage d'immeuble,
piquer un vélomoteur ou je ne sais quoi, ou peut-être des choses d'ailleurs plus joyeuses, mais en tout cas, il ne peut pas le dire. Et on voit ici une forme, je pense, d'aliénation par le langage malade du langage. Cette psychopathologie du langage, elle réside dans le fait d'être dressé, d'une certaine façon, à utiliser ces concepts-là. Bon, ça c'est vraiment mon sujet, ce sujet que j'ai beaucoup développé dans mes travaux, dans 2 petits livres qui étaient sortis chez Alia aussi, que du bonheur. J'avais travaillé cette expression que du bonheur, qui fonctionne un peu de la même façon. C'est-à-dire que du bonheur, c'est souvent utilisé par des sportifs après une compétition, parce qu'ils sont essoufflés, parce que la compétition a été rude, et tout ce qu'ils peuvent dire, c'est que c'est que du bonheur. Mais quand vous l'utilisez au quotidien, que du bonheur, ou juste du bonheur, puisqu'il y a des nuances maintenant, ça prend un tout autre sens. C'est-à-dire que vous allez aussi, par une sorte d'injonction un peu théorique, vous allez aussi recouvrir une expérience qui est par exemple, je ne sais pas, quelque chose, un contentement lié à une lumière qui tombe sur un meuble ou une situation, ou je ne sais, quelque chose d'évidemment poétique pour le coup, qui peut vous sembler poétique. Et là, vous allez dire que c'est que du bonheur. C'est-à-dire que vous allez court-circuiter l'expression de votre expérience impressionniste du monde par ce langage-là. Donc, c'est quelque chose qu'on va retrouver aujourd'hui à tous les niveaux de la société, à mon sens. Il y a énormément d'exemples. Je vais prendre un autre exemple qui est celui du forum social. J'étais amené à travailler, à observer un forum social. C'était un forum social qui traitait du fait religieux. Fait religieux, catégorie d'Émile Durkheim, qui en sociologie est une catégorie canonique. Et nous avions là des enseignants qui devaient exprimer leurs problèmes, les problèmes rencontrés dans l'exercice de leur profession concernant le rapport entre la religion et leur pratique d'enseignant. Un régime particulier à la cantine, par exemple, le port du voile, bon, il y a eu beaucoup de débats là-dessus. L'animateur de ce débat, qui était très imprégné des thèses de Durkheim, a, d'une certaine façon, aiguillé le débat sur le fait religieux. Et alors, on s'intéresse à la pragmatique, mais chaque fois qu'un enseignant voulait exprimer par périphrase son expérience, qui est évidemment compliquée, puisque c'est une expérience de souffrance généralement liée à des situations tout à fait concrètes, à des contextes évidemment concrets, un pléonasme, il opposait le fait religieux. Il synthétisait en disant « c'est le fait religieux ». Alors un fait religieux, c'est flottant, c'est quoi? C'est un acte kamikaze, c'est le fait de prier, tout peut s'engouffrer dans ce concept fait religieux. Et au final, on a eu une assemblée d'enseignants tétanisés qui n'osaient plus prendre la parole, parce que ce mot fait religieux, alors c'est un problème de modération du débat, d'animation du débat, mais ce mot-là venait complètement plomber toutes les expressions possibles de leurs expériences au quotidien, de leur expérience professionnelle. Donc là, on est encore dans ce recours à une fiction théorique, ou en tout cas un modèle théorique, qui vient se plaquer l'expression qu'on peut faire de son quotidien, et surtout l'expression d'une souffrance. Que du bonheur, bon, ça n'engage pas à grand-chose, parce que globalement, la personne qui dit ça, est-elle heureuse d'ailleurs? On ne sait pas, mais en tout cas, ça peut se relier à un événement potentiellement joyeux. Mais là, c'est tout à fait autre chose. Là, on n'est pas avec des enseignants qui souffrent dans le cadre de leur travail. Donc, si vous voulez, je pense qu'il y a vraiment cette dimension-là de plaquage du concept. Et c'est là que, pour moi, je différencie vraiment le concept et la catégorie. Au fond. La catégorie, c'est ce qui est spontanément utilisé au quotidien. Mais le plus souvent par des enfants. C'est-à-dire que j'ai fait l'expérience avec ma fille. Longtemps, elle nous poursuivait, elle nous parlait sans cesse de voitures. Elle avait 10 ans à l'époque, elle parlait sans cesse de voitures. C'est-à-dire qu'elle nous disait, sur l'autoroute, est-ce que cette voiture coûte plus cher que la nôtre? Est-ce que, papa, tu peux acheter une Maserati? Est-ce que une Porsche, ça coûte plus cher qu'une 4L? Évidemment, elle avait pas mal de réponses déjà à ces questions. Mais ce qui est intéressant, c'est la façon qu'elle avait de nous solliciter. Alors, on lui a fait des réponses absolument nulles. Moi, j'ai fait une réponse contre la société de consommation, un truc à côté de la plaque. Ma femme lui a répondu que les petites filles ne devaient pas se soucier de voiture. Ce qui est totalement hors propos. Bon, on s'est complètement planté dans son éducation. Et en réalité, elle était en train de tester avec ce mot sa situation. C'est une époque où, sans doute, elle avait une inquiétude par rapport à nos salaires, où elle voyait peut-être qu'on parlait d'argent, et puis elle s'est servie de ce mot pour tester notre situation.
Et voir on avait une voiture qui prenait de l'âge, c'était pour elle une façon de tester notre pouvoir d'achat, enfin, de notre situation sociale. Est-ce que nous sommes riches ou est-ce que nous sommes pauvres? L'enfant se pose ces questions-là. Et ça, c'est une catégorie. C'est-à-dire que le langage, là, il est mobilisé pour tester des situations. Ça, c'est assez passionnant parce que quand je travaille dans le monde de l'action sociale ou médico-sociale, on revient sur ces questions-là de tester des situations avec des mots qui ne sont pas des concepts, justement, mais qui émanent des situations directement. Sauf que l'enfant, quand il arrive dans l'école républicaine, laïque et républicaine, il est confronté, très rapidement, on le dresse d'une certaine façon. Je suis fils d'enseignant, donc ce n'est pas une critique radicale de l'école, l'école est très importante, mais le paradigme change, si vous voulez. C'est-à-dire que nous passons, l'enfant va tester avec des mots. À l'école républicaine, il va apprendre que la connaissance, c'est le modèle de l'encyclopédie, le modèle des Lumières. On fait des cases, et quand on aura noirci toutes les cases, on aura compris le monde, on aura compris comment le monde fonctionne. C'est ce que disait Descartes, se rendre maître et possesseur de la nature. Ça veut dire que l'enfant, il est dans le savoir, dans l'expérience du savoir, et on lui oppose des connaissances, c'est-à-dire des éléments venus d'en haut. Il faut qu'il apprenne que les Gaulois, que l'Empire grec finit que la civilisation grecque s'éteint à telle date. On lui apprend que tout corps vivant plongé dans un sommeil. On lui apprend des éléments de physique, enfin les lois de la nature. On lui apprend les lois de la nature. Ça, c'était proche. On lui apprend les lois de la nature. Et tout d'un coup, son rapport au monde n'est plus basé sur cette expérience de savoir, même s'il va la garder, mais très rapidement, il va l'oublier, puisqu'il faut qu'il intègre la connaissance. Et cette distinction-là, c'est une distinction qu'avait faite Michel Foucault, qui distinguait le savoir que l'on peut expérimenter et la connaissance qui s'impose par le haut, le concept et la catégorie, en fait. Et ça, c'est tout à fait fondateur, et peut-être que une des psychopathologies du langage, ce que j'appelle psychopathologie du langage, c'est dans le fait de ne pas questionner ces concepts, de ne pas être capable de les expérimenter, c'est-à-dire d'expérimenter ce que nous vivons réellement, en fait. Alors, les sciences humaines et les sciences sociales, puisque ce qui m'intéresse, c'est de voir aussi comment les sciences humaines et les sciences sociales se sont élaborées. Peut-être qu'on pourra en reparler, puisque tu es anthropologue, mais il me semble que les sciences humaines, et en tout cas l'anthropologie, c'est très largement imposé avec le paradigme des connaissances. Il y a des exceptions, mais d'une façon générale avec le paradigme des connaissances. C'est-à-dire que c'est le modèle de l'ethnie, c'est le modèle d'une société ethnicisée, où on pourrait comprendre tous les peuples d'Afrique. C'est un peu le modèle de Lévi-Strauss de l'anthropologie. Quand on aura compris comment il fonctionne sur le plan de la parenté, de l'économie, de la politique, on aura un peu fait le tour et puis on pourra éventuellement maîtriser, se rendre maître et possesseur pour le coup de la culture. Ça, c'est quelque chose qui est une tendance générale d'une certaine façon, à mon avis, en sciences sociales et en anthropologie. Parce que je pense que Lévi-Strauss n'a pas versé dans la pragmatique, en fait. Je ne sais pas si tu es d'accord, on va en parler, mais n'a pas tenu compte des énoncés en contexte, au fond. Si on relit La pensée sauvage, qui est un grand livre, c'est un livre tout à fait passionnant, moi j'ai beaucoup d'admiration pour l'œuvre de Lévi-Strauss. Et puis des fois, j'ai quand même des réactions. Au début de La pensée sauvage, il nous explique par exemple que les Bororo, je crois, utilisent tel ou tel type de médecine. Et puis, donc tout ça est très péremptoire. Il écrit très bien, c'est un grand styliste aussi, très péremptoire. Et après, on apprend qu'en fait, on sait cela d'un voyageur, qui le sait lui-même d'un missionnaire, qui a traîné dans les environs à l'époque. Et puis tout ça est synthétisé dans cette pensée sauvage. Donc, l'exemple que je donne est un peu caricatural, et on ne peut pas réduire le centre Lévi-Strauss à ça, mais quelquefois, en le relisant, je me demande si, justement, la psychopathologie n'a pas agi aussi au niveau de cette façon de produire de la connaissance, en étouffant finalement les sources. Tu parlais des shifters, moi je suis très sensible à ce mot-là, c'est-à-dire aux shifters, aux embrayeurs contextuels. C'est-à-dire comment est-ce qu'on passe d'un contexte d'enquête à un contexte théorique. L'anthropologue, il est sur son terrain, puis il y a une foule d'étapes. Il rentre avec son avion, il continue à prendre des notes dans l'avion, il arrive finalement dans son institution, et là, il va falloir qu'il fasse une théorie. Mais du terrain jusqu'à son domicile ou à son cabinet ou son bureau, il y a une foule d'étapes.
Et je pense qu'il serait tout à fait intéressant aujourd'hui d'avoir les shifters, c'est les embrayeurs contextuels. Comment est-ce qu'on passe d'un contexte à un autre? C'est extrêmement, ça peut sembler extrêmement déconnecté, et pourtant ça s'appelle un régime de preuve. D'ailleurs, c'est simplement un régime de preuve. Un policier doit travailler avec un régime de preuve de la même façon. Je pense qu'on appelle ça aussi la critique des sources, mais c'est quelque chose qui me semble extrêmement important si on ne veut pas réduire justement ce matériau d'enquête et si on ne veut pas, si on veut éviter que la théorie n'absorbe finalement le terrain. C'est pour ça que je parle souvent moi d'une méthode inductive, c'est-à-dire que je parle toujours souvent du monde singulier, et puis j'essaie de tirer les fils à partir de situations singulières pour aller vers la théorie. Ça me semble plus fidèle, en tout cas plus en accord avec ce que je recherche. Donc, non, mais je suis en train de réfléchir à ce que je pourrais dire. Parce que, pas à ce que je pourrais dire, parce que je sais ce que je veux dire, mais à la transition. C'est-à-dire que je n'ai pas envie que ça passe un peu trop, ça a l'air un peu trop brutal, mais on ne peut pas rester aux sciences humaines et aux sciences sociales. Je veux dire, nous sommes dans une société où il y a une circulation des mots, des concepts. Or, la plupart des sciences humaines et sciences sociales produisent aussi du concept, qui alimente ensuite, c'est le dernier point de cet exposé, mais qui alimente aussi les sphères politiques, qui s'appellent aujourd'hui gouvernance. C'est là que ça devient intéressant, c'est-à-dire qu'on a, pour moi, une sorte de brevetage de concepts. Je pensais à justice sociale, par exemple, qui est très utilisée aujourd'hui par le gouvernement actuel, par le Premier ministre, qui prend un tournant libéral ou néolibéral, mais qui assure qu'il y aura de la justice sociale. Ça, c'est très intéressant parce que ce concept-là, de justice sociale, est hérité d'Axel Honneth, qui est un théoricien de la reconnaissance, qui est la troisième génération de l'école de Francfort. C'est intéressant parce que ça veut dire que le Premier ministre va conserver une dose de social dans une politique qui a du mal à faire croire aux personnes que tel est le cas. Et si on tire à nouveau les fils et qu'on revient à la théorie de la reconnaissance d'Axel Honneth, c'est une théorie qui va parler de pathologie du social, de conflit social, qui est une philosophie sociale, c'est ainsi qu'il définit sa théorie, mais sans enquête. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'y a pas, il y a une velléité à comprendre la négativité du monde social, les conflits du monde social, mais il n'y a pas une mobilisation méthodologique réelle pour traduire et décrire et analyser cette conflictualité du monde social. Je peux très bien parler et dire le monde social souffre. Il y a des pathologies dans le monde social. Je peux le dire, ça ne m'engage à rien de le dire. Après, si je veux réellement montrer qu'il y a une pathologie du monde social, ça va être plus dur de l'exprimer en contexte, parce que je vais me heurter à la négativité du monde social. Je prends un exemple que je raconte dans ce petit livre, qui est la négativité du monde social. C'est le racisme quotidien au travail, par exemple. Pour ceux je raconte quand je faisais les travaux saisonniers, des insultes comme bougnoul, bico, melon, enfin, ce genre de choses. Je l'entendais régulièrement dans les champs de pommiers où je travaillais, par des ouvriers agricoles qui insultaient les étudiants marocains qui venaient travailler et faire ramasser les pommes avec nous. C'est là que ma conscience politique s'est un peu j'avais 17 ans, moi, j'ai acquis une sorte de conscience politique. Cette situation-là me révoltait. Ces gens-là venaient bardés de diplômes, payer leurs études, et en échange, ils avaient des insultes très violentes et très, très humiliantes. Et puis, je me suis rendu compte avec le temps qu'il y avait de la négativité et qu'on pouvait questionner cette négativité, parce que ces insultes existaient. Dans la théorie d'Axel Honneth, il n'y a plus cette dissonance du monde social. Elle disparaît. Justice sociale, pathologie sociale. On est sur un propos purement conceptuel et théorique. Alors c'est de la philosophie, vous allez me dire. Mais pour autant, elle a une prétention à parler du monde social. Et ça me semble tout à fait important de parler du monde social avec sa dissonance, avec ce qui n'est pas audible. Les mots que j'ai prononcés tout à l'heure, à l'instant, ne sont pas aujourd'hui audibles. Or, ils existent. Il suffit d'aller dans les interstices périurbains, dans les zones reléguées. Maintenant, les urbanistes appellent ça les zones urbaines métropolitaines, c'est-à-dire qu'il y a plus ou moins de liens avec la ville, mais les personnes qui vivent là peuvent employer ce genre de propos.
Ce que je veux dire par là, c'est que l'enquête, c'est travailler sur ce qui dissonne, sur ce qui n'est pas acceptable, politiquement correct, audible. Et il me semble que la psychopathologie du langage, elle consiste aussi à lisser par des concepts et à nous empêcher de travailler ou d'analyser des situations réelles, d'une certaine façon, avec tout ce qu'elles comportent d'inacceptable. Et puis, la conscience politique, je l'ai acquise à cette époque-là, parce que ce à quoi je m'opposais était représentable. C'était ces ouvriers agricoles qui utilisaient des termes qui me semblaient inappropriés. Aujourd'hui, c'est de plus en plus difficile, avec un ensemble de procédés de lissage, justement, de cibler très précisément pas d'ennemi, mais contre-argument, enfin d'arriver à situer un débat. Il y a eu un phénomène général de lissage de ces marqueurs, justement, parce que les concepts, l'exemple type, c'est beurre. Le mot beurre a été utilisé par les socialistes, le gouvernement socialiste de 81, pour faire émerger le Front National, d'une certaine façon. Et ce mot-là, beurre, a été employé, comme Jean du Voyage, si vous voulez, de façon très euphémistique, pour éluder un ensemble d'expériences qui pouvaient se dire avec d'autres mots, tout simplement. C'est là qu'à mon sens, il y a une espèce de recouvrement conceptuel, et tout le monde se sent obligé de dire Jean du Voyage. Pour autant, les gens de mon quartier, qui est malfamé, continuent à insulter, mais on n'insulte plus les gitans, on insulte les gens du voyage. Donc il y a une nuance, mais c'est du lissage, tout ça. C'est un procédé de lissage qui vient d'une dimension théorique, si vous voulez. Parce que ce mot beurre est inscrit lui-même dans une théorie de gouvernance. Je ne sais pas du tout jusqu'où je vais aller, là. J'ai l'impression d'être dans un escalier bancal, qui monte, mais bancal. D'où l'intérêt, peut-être, de revenir à un langage de... Pour moi, je pense que nous sommes spécialistes de ce que nous sommes, au fond, quels que soient nos métiers, nos spécialités, si nous sommes capables de parler en contexte, finalement, de ce que nous vivons. On peut estimer qu'un homme politique ou une femme politique, aujourd'hui, puisse réellement nous dire les mots que j'utilise viennent de tel think tank, parce que c'était vendeur, on m'a demandé de les utiliser, je les utilise. C'est-à-dire que la langue de bois, si vous voulez, c'est un faux argument. Tous pourris, c'est quelque chose d'assez... C'est un faux argument. Tous malades, par contre, ça me semble intéressant. C'est-à-dire que il faudrait pouvoir expliquer aujourd'hui tel lobby m'empêche d'agir dans ma volonté de changer le monde. Tel langage me paralyse, tel concept, et je voudrais dire autre chose. Donc, ce qui me semble intéressant, c'est devenir spécialiste de ce que nous vivons par des mots qui, un peu affinés par rapport à ce que nous vivons. Ça, c'est... et donc retrouver les déictiques, les shifters, on va dire contextuels. Comment est-ce qu'on passe aujourd'hui? Comment est-ce qu'un mot circule? Je pense, pour finir là-dessus, mais c'est très évocateur, le concept de ville globale, qui a été conçu par Saskia Sassen, qui est une sociologue. Le concept de ville globale a plus une dimension prophétique qu'une dimension réellement analytique et descriptive aujourd'hui. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les urbanistes sont très largement engouffrés sur cette idée qu'il fallait transformer nos villes, plutôt les villes importantes, en villes globales, c'est-à-dire en villes reflétant la mondialisation, les grands flux d'informations, de personnes, de marchandises, etc. Donc un modèle spéculaire de la ville, si vous voulez. Il fallait transformer les villes à l'aune de ce modèle-là. Par contre, ville globale, ça ne nous dit rien de la ville telle qu'elle se produit dans la cité, dans les centres-villes. Or, si vous promenez dans un centre-ville, si vous faites attention à ce qui se passe autour de vous, il y a ces marqueurs de classes, il y a des classes différentes, évidemment, qui se côtoient, pas forcément de façon harmonieuse. Et je pense que ce concept de ville globale, au fond, a un effet de lissage sur notre capacité à comprendre la ville. Par contre, il y a une dimension prophétique, ça a transformé la ville. Et effectivement, les villes se sont mises à ressembler avec un urbanisme très standardisé, avec un usage des panneaux numériques, avec une façon de compartimenter les activités dans les villes. Moi, je viens de Bordeaux. Bordeaux, le centre-ville est très compartimenté. Les magasins vintage, magasins bio. Donc il y a une façon très stéréotypée de se promener dans la ville qui serait censée refléter cette ville globale. Mais je pense que nous avons perdu une capacité à comprendre la négativité, parce qu'elle est toujours là, la négativité. C'est-à-dire ces conflits
où ces différences, même sans aller jusqu'au conflit, sont toujours présents dans nos villes, mais le modèle prophétique de ce langage-là a changé la physionomie des villes, au détriment évidemment des personnes les plus pauvres qui se retrouvent à l'extérieur de la ville. Donc voilà peut-être les effets de ces modèles théoriques directs sur nos représentations et nos façons ordinaires d'évoluer dans le monde social. Merci beaucoup. Bon. Oui, c'est vrai. Je ne sais pas si Emmanuel de Vienne, vous voulez ajouter quelque chose, mais on peut aussi ne rien ajouter, ce qui est peut-être assez agréable, ou peut-être aussi voir s'il y a des questions, des envies, des constats. Je voudrais que vous nous disiez, nous donniez un exemple concret de shifter dans votre pratique, justement. Comment est-ce que le concept de justice sociale a été utilisé? Est-ce qu'on a formé des jeunes cadres du Parti socialiste pour utiliser ce mot? Quelles ont été les différentes interfaces entre le lieu de formation de ce concept-là et son usage? Alors, l'exemple que je donne est un peu fictif, mais on peut imaginer une formation PowerPoint sur la justice sociale. C'est quelque chose qui est possible. Ça pourrait être un shifter, une façon d'embrayer d'un contexte de production de connaissances à un contexte de consommation et d'usage de ces connaissances. Et de ces mots. Interface. Vous disiez que vous l'utilisiez vous-même dans votre travail, puisque la police, par exemple, a besoin de preuves. Enfin, vous évoquiez ça aussi. Et je voulais justement savoir comment vous, dans votre travail, vous le mettez en œuvre. Enfin, quand vous revenez justement d'une enquête. Par une démarche inductive, tout simplement. C'est-à-dire en partant d'une situation observée et en expliquant, en décrivant l'enquête. Je pense que décrire une enquête, c'est déjà produire. C'est déjà produire une forme de connaissance, de savoir. Expliquer que telle hypothèse a fonctionné, que telle autre n'a pas fonctionné. Il ne s'agit pas de couper les cheveux en quatre à tout prix. Il s'agit simplement de respecter, je dirais, l'intégrité de ce que nous avons observé en situation. Je sais qu'avec les adolescents, j'ai fait énormément de gaffes, parce que de bévues, et la bévue, ça a été étudié notamment par un grand sociologue, Erving Goffman, ça fait du sens, par exemple. Si je me souviens d'avoir sorti mon carnet de notes alors que les adolescents m'avaient fait un repas dans un foyer. C'était un acte qui s'est apparenté à une gaffe. Mais je l'ai noté. Parce qu'à ce moment-là, eux-mêmes, leur réaction, si vous voulez, signifiait quelque chose. C'est-à-dire que le sens apparaît aussi lorsque l'ordre social, l'ordre d'interaction est menacé. Plutôt que de chercher des invariants, finalement, on va essayer de mobiliser ou de provoquer des comportements normatifs. C'est-à-dire que j'ai sorti mon carnet, ils m'ont dit non, mais c'est pas possible. Ou alors ils m'ont regardé de façon extrêmement agressive. C'était une façon la norme, elle va s'exprimer dans leur réaction face à une bévue ou à un malentendu. D'où l'intérêt de les noter, ces situations-là, et de travailler avec. Moi, j'aurais quand même une question aussi sur ce choix de forme d'écriture, de ce passage entre l'enquête et des formes donc, qui ne sont pas tout à fait orthodoxes par rapport au mode d'écriture, en tout cas qu'on imagine lié à l'anthropologie. Oui, alors après c'est une question qui relève aussi de l'éditeur. C'est-à-dire que c'était la rencontre avec un éditeur qui m'a dit c'est intéressant ce que vous faites, mais il y a eu ce travail. Bien sûr, c'est un travail vraiment éditorial. C'est intéressant ce que vous faites, mais là vous citez un collègue. C'est intéressant cette citation, mais ça nuit à la fluidité du texte, tout simplement. Donc on est parti de cette base de restituer l'enquête dans sa dimension la plus fluide possible, en évitant tous ces effets scolastiques, autant que faire se peut, parce que moi j'estime qu'il est important de citer un auteur. Mais il y a une façon de le citer qui consiste aussi à fluidifier. Et en travaillant sur la fluidité du texte, on est naturellement amené, je dirais, à trouver des dispositifs un peu créatifs. Bon. D'accord.
comment est-ce qu'on donne la parole à D'accord. une personne. C'est très intéressant, parce que les transcriptions d'entretien, ça fait 50 pages, ça peut être très très long. Comment est-ce qu'on fragmente? Est-ce qu'on le fragmente? Est-ce qu'on doit tout dire? Est-ce qu'on doit livrer un immense soliloque? Comment est-ce que ça fonctionne? Un monologue, je veux dire. Comment est-ce qu'on peut rendre formel? Ça, c'est une question qui me passionne. La restitution formelle de la parole ordinaire est quelque chose qui devrait être vraiment étudié à l'université, pour le coup. Et de votre côté, Emmanuel de Vienne, justement, ce travail d'écriture Alors moi, je suis assez old school dans mes pratiques, mais je comprends complètement. Je crois que tout dépend, encore une fois, ça dépend à qui on s'adresse. Si on écrit une thèse, Oui, à on ses écrit une pairs, thèse pour oui. 5 personnes qui sont des pairs et qui sont les seuls lecteurs de ce travail qui a duré des années. Et là, on est obligé de respecter un certain nombre de normes d'écriture. Après, si on cherche à conquérir un lectorat et s'adresser à un public plus large, il faut effectivement utiliser le langage aussi comme une arme et être capable de modifier en profondeur cette pratique d'écriture. Mais ça va être un petit peu... Je crois qu'il y a une vraie évolution aujourd'hui du métier d'anthropologue de ce point de vue-là, parce que les sciences sociales, l'anthropologie se lit peu, et donc les éditeurs sont assez réticents à publier des textes trop universitaires dans leur forme. D'accord. Il me semble. Il y a quand même une séparation entre les articles scientifiques et les livres. Oui. Le livre ayant aussi, peut-être, je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, mais a perdu un peu de sa valeur symbolique, je ne sais pas si... En biblio, je suis pas sûr. Non, en tout cas, en France, ça reste quand même la Les chose carrières à faire. universitaires, oui. Oui, c'est très important. Mais, c'est vrai qu'en bibliométrie, après dans les sciences dures, c'est vraiment l'article qui prime, oui. ça c'est sûr. Moi, j'avais une question sur est-ce qu'il y a des concepts positifs, c'est-à-dire que moi j'en ai rencontré plein aussi sur mon terrain, des concepts qui avaient des effets de lissage, mais des effets de lissage extrêmement positifs. Donc, je pourrais livrer une analyse exactement comparable à la tienne, comme la culture. Voilà un concept qui est maintenant très très présent dans les sociétés qu'on étudie en Amérique du Sud et je crois dans le monde entier, ou custom en Mélanésie, qui est une importation du terme custom anglais. Et en fait, c'est très pratique. C'est des termes, effectivement, il y a des effets de lissage, mais qui peuvent être pragmatiquement très, très fructueux, très féconds, qui permettent de rester sur le terrain de façon très claire. Alors que personne n'y croit, tout le monde l'emploie, et ça permet de s'accorder, au moins officiellement, sur un but commun et une justification commune de la présence de l'enquêteur. Donc je voulais savoir si, quand on travaille sur soi, sur notre société, comme c'est ton cas, est-ce que tu peux aussi donner une positivité à ces pratiques d'emploi un peu fourre-tout, un peu rapide de concepts qui ne disent pas leur nom, quoi. Oui, c'est ça, des signifiants flottants. Oui, je voudrais surtout pas m'imposer comme une espèce de redresseur de sort moral du mauvais usage du langage. C'est pas du tout le débat. Je pense même que un concept, qu'observer les effets d'un langage conceptuel un peu confus est tout à fait intéressant. Mais encore faut-il le mentionner. Et ça, dans les travaux de recherche, c'est intéressant d'avoir un feedback là-dessus, de mentionner les effets produits par ce que je racontais sur le forum social, par exemple, qui est un exemple. Mais je pense aussi que il y a toujours cette on ne peut pas jeter l'appareil théorique de l'anthropologie comme ça. C'est-à-dire que toute enquête nous amène à déconstruire des concepts qui sont déjà derrière nous. Je prends un exemple vous avez reçu, Jeanne Favre-Saada, qui est une anthropologue pour qui j'ai beaucoup d'admiration, qui part dans le bocage en Mayenne, observer la sorcellerie dans la paysannerie locale. Et elle part avec l'appareil théorique d'Evans Pritchard, qui est un grand théoricien de la sorcellerie en Afrique, chez les Azandés, les peuples des royaumes nilotiques du Soudan. Elle part avec ces concepts d'Evans Pritchard. Et puis elle se rend compte que sur son terrain, c'est sensiblement différent, puisque, évidemment, personne, lorsqu'elle dit « vous êtes sorcier », personne ne lui dit « oui, je suis sorcier », parce que ça ne se dit pas. Mais la force de son travail, c'est de nous montrer que ça ne se dit pas. Ça, elle explique très bien. C'est-à-dire que personne ne se déclare sorcier. Par contre, on lui dit, allez voir la ferme d'en face, ce sont des sorciers. Donc le problème est sans cesse déplacé, et on se rend compte que l'appareil théorique d'Evans Pritchard, il fonctionne sans doute en Afrique, il est très important, c'est un appareil conceptuel. Mais ce qui est intéressant, c'est de le déconstruire après, en contexte, de montrer comment des situations nous amènent à déconstruire des concepts donnés pour acquis. Ici, on se rend compte que le mot sorcier, ce concept-là, et surtout relève d'usage et d'usage interdit, puisqu'elle-même va se retrouver, elle va manquer perdre sa raison dans cette histoire quand même, puisqu'elle se retrouve prise à partie par les paysans locaux qui
qui lui reproche d'être elle-même une sorcière ou de lui prêter des pouvoirs. Donc, ce qui est intéressant, c'est à mon sens toujours de déconstruire les usages, les concepts existants par le langage, par les usages qui en sont faits par les personnes. Ça, c'est un exemple qui me semble assez parlant de comment on peut produire du savoir en déconstruisant, en fait. C'est pas simplement un truc fumeux de Derrida. C'est aussi que personne ne comprend ni ne lit, mais c'est aussi avant tout un usage pragmatique, la déconstruction. Oui, puis il y a un enjeu politique chez Jeanne Favre Saada qui est de faire tomber l'enquêteur de son piédestal, celui qui détient la raison, le savoir, les lumières, et qui au contraire va réhabiliter les paysans qui étaient jugés incrédules, barbares, arriérés, et montrer qu'en fait c'est beaucoup plus complexe que ça et que c'est un jeu très pragmatique. Ça dépend où on se situe. Exactement. Pour parler des sorts, il faut être dans les sorts. Oui, c'est vrai que c'est un vrai tournant dans l'anthropologie, au moins française, mais pas seulement. Il s'agit de déléguer, pour reprendre un terme de Gildas Salmon, qui est un jeune philosophe de l'anthropologie, qui a écrit un article assez intéressant là-dessus, cette notion de délégation, que l'histoire de l'anthropologie essaye, depuis le tournant postmoderne, de déléguer. Le tournant postmoderne, ça n'a rien apporté comme résultat, par contre, ça a apporté des exigences, et notamment l'exigence de déléguer un certain nombre de choses aux acteurs eux-mêmes. Et bon, il y a plusieurs moments, mais Jeanne Favre Saada, c'est ça, c'est de déléguer ce travail d'énonciation aux acteurs eux-mêmes, de leur rendre leur parole. Et c'est un tour de force, parce que justement, elle réussit à dépasser l'éternel problème souligné par le tournant postmoderne, de parler de l'autre à la troisième personne, ce qui est une façon de le reléguer à une position subalterne, etc. Elle en parle toujours à la troisième personne, mais elle s'arrange pour que le destinataire du discours, le lecteur, se trouve lui-même dans cette position de la troisième personne. Et quand on ferme le bouquin, on croit au sort. Et elle a réussi son coup. Donc c'est une vraie... de ce point de vue-là, c'est une vraie solution. Pour le dire simplement, ça se lit comme un roman. Ça veut dire que le lecteur a accès au savoir en s'identifiant à la mimésis du texte. Ce texte va traduire une réalité textuelle, une réalité dans laquelle le lecteur est saisi lui-même, parce que l'enquête est racontée de façon inductive. J'ai oublié le nom de son livre, mais c'est Vincent Debanne qui travaille là-dessus, qui a écrit un livre sur le fait que tous les anthropologues... Oui, c'est le deuxième livre. Voilà, le deuxième livre. Il a écrit 2 bouquins, un bouquin sérieux et un bouquin pour traduire justement tout ce qu'il n'a pas pu dire dans son livre sérieux. Vincent Debanne, c'est ça? Vincent Debanne. Debanne. D-E-B-A-E-N-E. Ensemble. D-E. Oui, après, il y en a eu beaucoup qui s'interrogent sur la place du enquêteur sur son terrain et dans la production et l'élaboration conjointe du savoir anthropologique. Je crois que c'est... Mais peut-être avec certaines dérives, c'est-à-dire Nigel Barley, par exemple, elle avait fait ça en montrant un peu le côté pittoresque d'enquêter sur des peuples africains. Pour moi, ça n'a rien de pittoresque, le fait de s'observer en train d'observer, finalement. Ça fait partie de l'enquête, de cette façon. Ce n'est pas une marge de l'enquête, ce n'est pas une marge ni pittoresque, ni méthodologique de l'enquête, c'est vraiment une expérience de savoir à part entière. Si quelque chose vous atteint énormément sur un terrain, ça peut être intéressant de tirer cette ficelle-là. Est-ce que dans vos études et recherches, à vous deux, vous arrivez à utiliser des outils d'enregistrement vidéo, du son? Est-ce que vous arrivez à introduire ça dans la recherche universitaire? Comment ça passe par quel genre de canaux? Vous êtes obligé de tout retranscrire ou... Oui, dans mon cas, en gros, j'ai passé mon temps à enregistrer et à transcrire des choses. Enfin, c'est comme ça que j'ai appris le troumaille. Au début, je pensais qu'on apprenait une langue indigène en vivant sur place, dans la mesure où ils sont tous bilingues, trilingues ou quadrilingues, et que on va forcément parler la langue de contact. Donc le portugais, au bout de 6 mois, je savais pêcher, mais je ne savais pas parler le troumaille. Donc je me suis mis, j'ai enregistré des mythes, transcrits, donc c'était déjà le premier moyen d'avoir accès à cette langue. Et ensuite, oui, d'autant plus que tout ce que je vous ai dit là, c'est parce que j'ai pu disposer d'outils d'enregistrement, de vidéo et audio. C'est un travail constant. Et je pense que, on pourrait voir aussi une histoire
une histoire de la linguistique et de la pragmatique par une histoire de la technique, c'est sûr. Enfin, l'analyse de conversation, c'est lié comment dire, à la démocratisation des enregistreurs, etc. Ça Mais dans permet les à chaque fois. publications et les articles, il n'y a pas moyen d'intégrer dans la production universitaire. Ça devient le cas, notamment dans les publications en ligne. Sinon, il y a aussi il y a des articles en pragmatique sur la multimodalité, où il y a des systèmes de notation et de transcription qui essayent de prendre en compte la gestualité, le cadre, etc. Donc après, ça devient un petit peu copieux, un peu difficile à manier, à lire. Mais il y a des tentatives de transfert comme ça, de translation d'éléments chorégraphiques, visuels, dans le texte. Voilà. Merci beaucoup, Éric Chauvier et Emmanuel Devienne. Merci à vous. Allons prendre